personnages, les protagonistes non humains, enfin non humanoïdes, qui nous ont marqué. Les deux en fait en même temps. Ouais. Oui, c'est aussi les deux sont valables. C'est vrai que c'est un sujet qui est intéressant parce que qui dit différence de morphologie, différence de façon d'appréhender le monde, voilà, ça va changer la différence de traitement par rapport à notre personnage. Souvent c'est des personnages qui parlent moins parce que d'accord. Ouais, à la limite, peut-être plutôt que de l'évoquer en avant, pour peut-être en parler de nos top 5 respectifs. Là, j'ai commencé la phrase, donc... je vais la finir, mais... Non, voilà, ce que je veux dire, c'est que, déjà, à la base, un perso principal, c'est celui qui va s'effacer un petit peu pour laisser la place au reste du crew. Aux joueurs de s'identifier. Et j'ai l'impression que c'est d'autant plus vrai quand c'est un personnage qui n'est pas humain. Parce que généralement, il va parler un petit peu moins et avoir moins de motivation externalisée, et peut-être qu'on va avoir... voilà. Du coup, c'est bien, pour rebondir à la fin, je trouvais que c'est intéressant je n'en ai pas parlé avant, en même temps, ça aide pas. Mais l'idée de conclure un peu justement sur les types de personnages qui nous ont plu, et qu'est-ce que ça veut dire, en fait, d'avoir un personnage qui est non humain ou non humanoïde, en fait. Quelle différence ça apporte, en fait. Ok, de toute façon, c'est ce qu'on va voir. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est pour ça que je trouvais ça intéressant pour conclure sur le sujet. Donc là, la forme que ça va prendre, c'est qu'on on a chacun une petite liste de 5 persos qui nous ont marqué et qui ne sont pas humains, et puis on va simplement se les échanger, faire un petit tour comme ça et voir un petit peu, peut-être qu'il y a 2-3 choses qui vont se recouper. Peut-être. Et si les auditeurs et les auditrices du Samurai Pizzacast sont, assidus, ils se souviendront de l'épisode numéro 12, je crois, où on parlait de ça avec nos personnages préférés. Oui, c'est vrai. Sur nos personnages méchants, je crois que c'était nos méchants préférés ou je sais plus, non, c'était pas toujours confondu. Non, c'était pas que, toujours confondu, effectivement, ouais. Je m'en souviens plus du tout. Oui, même que dans mon top 5, elle avait qu'à de Metal Gear 1. Oui, c'est vrai. Ou 3, je sais plus. Ouais. Effectivement, on avait déjà fait une formule top 5, voilà. Donc, c'est bien d'y revenir, c'est chouette. Qui veut commencer? Moi, je m'en fous. Allez, ultra. Non, mais après, je voulais juste ajouter un dernier truc, c'est en faisant quelques petites recherches, parce que, mine de rien, j'ai quand même cherché pour voir si ma mémoire suffisait ou si il y avait peut-être des choses plus intéressantes à dire. Je me suis rendu compte que dans un jeu vidéo, tu peux incarner un peu tout et n'importe quoi. En vrai, t'as des jeux comme I Am Fish, où t'es un poisson. Oui. T'as des jeux comme I Am Bread, où t'es du pain. Oui. Des jeux comme I Am Butter, où t'es du beurre. I Am Butter, je suis curieux d'y jouer. T'as God Simulator, voilà. T'as Deer Simulator qu'on a déjà streamé. T'as Everything, où tu peux incarner absolument tout. Ouais, en fait, c'est assez infini, en fait. Mais pareil, au début, je croyais que c'était assez fermé. Mais après, quand tu y réfléchis, en fait, il y a 1 milliard de trucs, quoi. T'as même des jeux comme Flower où t'incarnes le vent. Donc des trucs assez désincarnés, finalement. Et donc je suis impatient de voir votre sélection et de voir ce que vous nous avez préparé. Et du coup, j'ai pas envie de commencer. Et du coup, c'est comme vous voulez. Allez, je peux démarrer. Alors moi, je vais commencer avec un jeu old school que vous avez sûrement tous fait, qui s'appelle Oddworld. Donc l'Odyssée d'Abe, qui a une suite qui s'appelait l'Exode d'Abe, voilà. Et donc mon perso préféré c'est Abe, c'est mon top 1, mon top 1, c'est Abe. Voilà, moi j'ai dans l'Odyssey d'Abe ou parmi tous les persos que tu vas citer là? Les deux. Voilà, les deux, voilà, c'est mon perso favori de tous les temps. De tous les temps, c'est ton perso non humanoïde, c'est après il est légèrement humanoïde quand même. Ouais, mais bon, c'est un alien quand même. Ouais. Non humain. Du coup, voilà, il est non humain. C'est pas un humain. Il a des gros yeux globuleux. Ça n'arrive à personne. Oui, c'est vrai. Personne de proche. Et qui paye pas ses factures. En plus, c'est le seul qui a payé ce mois-ci. Alors moi, ce perso, déjà Oddworld, j'ai accroché tout de suite, que ce soit l'univers graphique ou le lore, avec les Mudokons, les Glucons, les Slig. Donc ça, c'est les créatures, je sais pas si vous vous rappelez, qu'il y avait des jambes mécaniques avec leurs fusils. Il y en avait d'autres il y avait une variante avec des hélices où ils pouvaient voler. Il y avait les paramites et les scrabs qui étaient broyés pour faire les gâteaux. Je sais pas si tout ça vous parle. Ouais, la pâte. Si vous vous rappelez un peu de tout ça. C'était un peu un jeu vegan en fait. C'était un peu un jeu vegan. Et non, en fait, c'était un jeu vachement poétique, mais j'y reviens maintenant, en fait. C'est la saucisse qui m'avait séduit, pourtant j'avais que 10 ans à l'époque. Non, c'est la saucisse qui t'avait séduit. Ouais, non, mais en fait, c'est ce côté où t'as justement
ces mudokons qui sont exploités par ces capitalistes glucons là et qui sont réduits à de la chair à pâté, hein, littéralement, et avec tout le discours qu'il y a avec, qui était aussi un peu écolo, il y avait aussi un peu d'écologie dans Oddworld, et pour l'époque, c'était déjà assez original pour ça, donc moi déjà j'avais accroché à l'univers, et après voilà, dans l'absolu, si je kiffe Abe, parce que là on parle du perso, hein, je vais pas faire la revue du jeu, je vais juste parler du perso, déjà il avait une bonne gueule, j'aimais bien son design. Il est extrêmement sympathique, Abe. Ouais, c'est ça. C'est aussi un héros malgré lui parce que il est le seul à pouvoir sauver son peuple, donc ça aussi c'est cool. Mais après au-delà de ça, moi ce qui me faisait rire c'est ce que tu pouvais lui faire. Voilà. Ce que j'ai dire, c'est il peut lâcher des caisses. Oui, voilà. C'est ça qui est grisant, c'est que et c'est ça qui le rend unique en même temps, c'est que tu pouvais le faire péter à volonté et à chaque fois ça faisait un peu du gaz vert. Et si tu pétais à côté d'un collègue, il était pas content, il râlait et tout, donc ça c'était excellent. Si tu faisais ça sur un ennemi, avant de te tuer, bien sûr, il te tuait derrière, s'il pouvait, hein, bien sûr, mais il faisait, enfin voilà, limite il vomissait. C'était excellent. Tu pouvais parler avec les PNJ, donc c'était la mécanique du jeu, c'est que tu faisais salut. Du coup, le perso se levait, salut, suis-moi, ok. Et après, il te suivait, il fallait lui dire stop pour qu'il arrête d'avancer parce qu'il y avait une mine, enfin. Toute la mécanique qu'il y a derrière, donc ça c'était cool aussi de le faire parler. Tu pouvais coller des prunes au perso qui te plaisait pas. Si tu étais un peu énervé, tu pouvais envoyer un gros pruneau dans la tronche du perso. Bon, après il fallait pas trop en exagérer parce que sinon les PNJ mourraient. Tu peux aussi envoûter les ennemis, ça c'était cool, et les contrôler. Donc par exemple, tu pouvais prendre tu pouvais contrôler un slig, le faire imploser comme ça. Tu pouvais le faire se jeter sur des mines. Tu pouvais t'en servir pour tuer les ennemis aux alentours avec son fusil. Enfin voilà, il y a des trucs bien comme ça. Donc voilà, pour moi, Abe, pour tout ça, c'est le meilleur perso alien et non humain. Voilà. C'est pour ça que c'est mon préféré. Cool. Je pense qu'effectivement, si on posait la question aux auditeurs, aux auditrices, il est fort probable que Abe, moi c'est un des premiers quand tu as proposé cette thématique-là, un des premiers qui m'est venu à l'esprit, en fait, Abe, quoi. Enfin... il y a l'attachement, surtout que, je sais pas si vous vous souvenez, mais même avant de lancer la partie du jeu, dans le menu principal, on pouvait juste le faire péter, parler, enfin on pouvait tester les touches pour voir ce qu'il faisait, et combien de fois, enfin voilà, juste je lançais le jeu pour jouer, et je passais 2 minutes à le faire péter, parler, comme ça, c'était dans le menu du jeu, quoi, c'était tout con, mais voilà, ça marchait bien, quoi. Non, ok, ouais, c'est un bon candidat, ouais, carrément. J'avoue que je vais avoir du mal à mettre un top 1, mais du coup, je vais quand même mettre un top 1. C'est-à-dire que si je devais choisir véritablement, je vais tricher avec la consigne aussi. Ouais. Vas-y, triche. En gros, pour moi, c'est l'ensemble du cast extraterrestre dans Mass Effect. D'accord. Ouais, voilà, c'est tellement fou ce qu'ils ont fait avec ce jeu. Enfin... J'ai des chouchous, hein, bien sûr, et ils viennent tous du premier, hein, et bien entendu, on les retrouve après. Il y a Ratsoni, Solus Mordin, Carus Valkarian, Talizora, Urdnot Rex, ou encore Ida, l'intelligence artificielle. Ah putain, ça ouais. Ouais. Tous, ils sont juste absolument géniaux. En fait. Non, ils sont bien écrits les personnages. Il y a une richesse et une variété des races aliens dans Mass Effect avec leur propre lore. Et même si ça reste dans le domaine humanoïde, on va dire, ils ont vraiment trouvé quelque chose de véritablement original, quoi. Je trouve dans la SF, quoi. C'est comme si on avait creusé véritablement, bon ça a été fait je suppose, mais comme si on avait creusé tous les aliens qu'il y avait dans la cantina bar dans Star Wars, quoi. Il y a vraiment des spécificités, je pense, voilà, par exemple, quand Mordus il te dit, en fait, non, Mordin, pardon, j'ai fait un mélange entre Solus et Mordin. Il dit, je vais crever au bout de 40 ans parce que, du coup, mon métabolisme va tellement vite que, du coup, ou inversement, les Asari qui se reproduisent donc par partogénèse avec des hommes ou des femmes d'une peuplade différente, enfin d'une espèce différente. Enfin, il y a d'autres espèces qui sont intéressantes, comme qui sont pas jouables, comme les Elcor, les Volus, je sais pas si vous vous souvenez, ou Zanari, des butariens, ceux que tu butes en permanence là. Les moissonneurs aussi quelque part, hein, l'antagoniste principal du jeu est aussi une race alien intelligente. Et la grande force en fait de 5 personnages que je citais, en fait, voilà, c'est au-delà des personnages humains, hein, qui sont aussi très très bien écrits.
c'est qu'ils ont une vraie façon de penser en fait, qui sont liées à leur espèce, quoi. Enfin, j'ai pas forcément, vu qu'on en a 5 à développer, mais comme ils se construisent, je prends le cas de Liara par exemple, qui au début un peu une jeune ingénue entre guillemets, et devient en fait un personnage qui véritablement se modifie au contact des autres espèces en fait, et fait un peu figure de si je devais en choisir qu'une, ça serait peut-être Liara en fait, Liara de Sony en fait, parce que son évolution dans Mass Effect, c'est qui fait que même si c'est pas elle que j'ai romancé dans tous les Mass Effect, j'en ai romancé d'autres aussi, mais si je devais en choisir qu'un seul, ça serait Liara de Sony, parce qu'il c'est un personnage assez extraordinaire dans son développement, et en même temps, voilà, ce sont pas des personnages humains, quoi. Enfin, voilà, Garrus aussi, c'est un truc de fou, quoi. Enfin, ce personnage, c'est le bad boy de l'espace, quoi. Oui. Et puis, voilà, moi, ça m'a fait voyager. J'y reviendrai d'ailleurs dans mon taille à kiff. Donc, c'est un petit lien avec le taille à kiff. Voilà, ça c'était mon premier, Ok. Alors du coup, quand tu m'as dit que t'allais tricher un petit peu, ça m'a donné de l'espoir. Je me suis dit, je vais pouvoir parler de GLaDOS, mais non, parce qu'on peut pas contrôler GLaDOS. Non. Mais clairement, parce que moi, si tu me dis, je savais qu'il allait être le personnage non humain le plus mémorable, pour moi, c'est GLaDOS. Voilà. Mais bon, j'ai pas le droit d'en parler. Ok. Du coup, ça c'est frustrant. On en avait parlé dans l'épisode 12. Hein. C'est vrai. C'était en top 5 de tes persos. Ouais, c'est vrai. Ou Mokona, quoi. Ouais. Non, ok. Bon, du coup, je vais changer un petit peu l'ordre dans lequel j'avais prévu mes titres, parce que vous avez parlé tous les deux d'Alien, et moi j'en ai un seul qui soit un Alien, donc et c'est Le Prince de Katamari Damacy. Alors, est-ce que vous voyez Katamari Damacy? Non, là comme ça je vois pas. Alors, c'est un jeu, on contrôle un personnage qui se nomme Le Prince, qui est le fils du roi du cosmos. C'est un petit être de 5 cm de haut, qui est avec une tête allongée en forme de rouleau. D'accord. Son but est de reconstruire des étoiles en agglutinant des objets sur son katamari. Donc c'est une boule qui colle, sur laquelle viennent adhérer des objets plus petits qu'elle. En fait, la règle c'est ça. Si l'objet est plus petit que la boule, il colle sur la boule. Ouais, une boule qui colle, ça rappelle un truc, mais. et la boule grandit comme une boule de neige en fait, au fur et à mesure quand tu récoltes des objets. Et jusqu'à absorber, du coup, elle peut grandir de manière assez massive, jusqu'à absorber des maisons et des trucs comme ça, quoi. Enfin, voilà. Donc, au début, t'as une toute petite boule, et puis au fur et à mesure, t'as une grosse boule. D'accord. On parle de la même chose. Et pourquoi il est mémorable, ce prince? Parce que, Keta Takahashi a créé un personnage, un univers qui sont en permanence over the top, avec des couleurs et des arcs-en-ciel dans tous les sens. Et, à déconseiller à certains publics. Allergique aux couleurs vives. Ouais, et c'est pour ça que je voulais pas en parler tout de suite, mais bon, c'est pas très grave, parce que voilà, en gros, là, clairement, c'est globalement, c'est l'ADA et l'identité super forte qu'il a apporté à ce jeu, et les morceaux aussi qui sont iconiques et tout ça, qui font un ensemble qui fait que, quelquefois aussi, le côté mémorable d'un perso, ça passe aussi par ce côté-là, par ce côté, une expérience sensorielle, quoi. Ouais, complètement. Et dans le même genre, j'aurais pu citer des jeux comme Patapon ou Locoroco. Ouais. Mais voilà, l'avantage qu'a ce prince par rapport à eux, c'est que il a son petit portrait dans le coin de l'écran qui nous permet de voir ses mimiques et qui donne un peu plus de personnalité quand même qu'un Patapon random. Et donc voilà, en gros, parfois, c'est pas forcément l'implication intellectuelle que tu vas avoir avec le personnage qui va faire que tu vas t'en rappeler. Ouais. Ça peut être simplement juste, t'as des belles couleurs, t'as une expérience émotionnelle et sensorielle et qui te marque la rétine et un coin du cerveau. Carrément. Ça suffit. Moi, du coup, c'est un peu la même chose pour le numéro 2. J'ai envie de dire, c'est Amaterasu de Okami. Qui est, alors, un petit rappel pour le jeu qui est très cool, où, je l'ai pas fait assez, je l'ai fait trop tard, ce jeu. Ah, tu l'as fait trop tard? Ouais, c'est-à-dire que je l'ai commencé, 1 heure ou 2, et j'ai dit, c'est trop bien, et puis j'ai lâché, alors que le jeu, il est merveilleux, quoi. Pareil, et je l'ai acheté 2 fois, sur GameCube et sur Wii. Et j'ai peut-être sur Switch aussi. Moi, j'ai sur PS4 ou PS3. Ah non, j'ai sur PS4. Alors, un petit rappel, c'est qu'il faut faire revenir l'ordre et la beauté d'un monde envahi par la corruption à coups de pinceau. Donc moi, rien que le principe de ça, je le trouve très classe. C'était sur GameCube ou sur Wii qu'il est sorti? Sur GameCube et PS2. Je crois que PS2 d'abord et GameCube après, il me semble. Ouais, c'est ça, il a raison. Et donc déjà le rendu, moi j'aimais bien le côté cel shading avec un style un peu façon ukiyo-e, donc c'est les estampes japonaises, pour ceux qui verraient pas ce que c'est. Voilà, ça sublimait vachement le tout. Et
Amaterasu, donc c'est une déesse du soleil et de la lumière, reine des hautes plaines célestes, qui vient sur Terre sous les traits d'un loup blanc. C'est l'une des 2 divinités majeures du panthéon japonais. C'est ça. Ouais. Et voilà, moi déjà, comme tu dis, cette référence-là à la culture japonaise, mais en plus aussi, si on va plus loin, qu'on va un peu se pencher sur le cinéma de Miyazaki, où il y a une référence directe pour moi à Moro, la déesse louve de Princesse Mononoke. Ah, carrément. Voilà, moi, vu que c'est un de mes mangas préférés, je pouvais que kiffer. Donc voilà, Amaterasu pour l'ensemble, pour le jeu, pour le perso, pour toute la poésie qui va avec et ce que ça représente. C'est mon deuxième perso préféré. C'est un excellent choix. J'ai failli penser à Okami, effectivement. Ça faisait partie des jeux, effectivement, que j'ai failli me dire. Je pensais que tu l'aurais. Ouais, j'étais à 2 doigts de le faire et je me suis dit, bon, je vais peut-être essayer de prendre des jeux où j'ai un peu joué, un peu plus joué. Mais effectivement, Okami, si on faisait un top 10, il y serait, quoi. Et effectivement, la qualité de jeu, il joue aussi, quoi. Ouais, carrément. Là, pareil, ça a été un peu comme pour Okami, c'est-à-dire que ça a été un personnage que finalement j'ai assez peu joué avec. D'accord. Mais je le trouve tellement iconique par rapport à cette thématique. Et je triche un peu avec la consigne, encore une fois. Je vais parler... beaucoup, j'ai l'impression. Je fais mon ultra, là. Je vais parler de Sarah Kerrigan. Ça vous parle ou pas? C'est la meuf de... comme ça, je vois pas. comment ça s'appelle? Starcraft? Ouais, effectivement. C'est une humaine à la base. Ah, c'est celle qui devient une zergue, non? Ouais, c'est ça, elle devient une zergue, en fait. Oui, bon, comme elle devient une zergue, allez, ça va. On valide. Donc, j'ai assez peu joué au jeu. En plus, ils sont dégueulasses, les zergues. Ouais, non. Mais... Et en fait, j'avais fait un petit peu... J'ai joué beaucoup à Starcraft. J'ai un petit peu joué à son extension de Brood War, où justement, elle se transforme en zergue. Et je trouve ça intéressant de parler de ce personnage qui est là pareil. C'est-à-dire que pour moi, c'est venu aussi rapidement qu'Abe. En fait, je me dis, mais en fait, si je dois choisir quelque chose... Attends, mais tu triches doublement parce qu'on on la contrôle pas ou est-ce que je suis en train de... Si, on la contrôle. Ah, tu la contrôles? Ah ouais, on la contrôle dans Starcraft 2 aussi. D'accord. Dans Starcraft 2, en fait, c'est... mais comme je dis, j'ai assez peu joué aux 2. Du coup, il y a toute une campagne, en fait, où tu contrôles Sarah Kerrigan, quoi. Ok. Et elle est surnommée, elle devient la reine des lames. Et je crois que c'est un des personnages avec des méchants, on aurait pu le mettre... Ah oui, mais c'est parce que Starcraft 2 était sorti en épisode. Ouais. Et du coup, moi, j'avais joué qu'à la première partie. Heart of Swarm, en fait, voilà. Et du coup, je me rappelle plus, Wings of Liberty. Effectivement, moi, j'avais acheté Wings of Liberty et après Heart of Swarm, tu la contrôles. Et je trouve dommage que j'ai pas pu jouer vraiment à ce jeu à PC, hein, malheureusement. Petite dédicace à Okajin, qui a peut-être vu le poncer. Mais je trouve que le personnage, il a vraiment ce côté que j'aurais pu choisir comme dans Prey ou Bioshock, en fait. C'est-à-dire que l'hybridation, en fait, moi, c'est ça qui m'intéresse beaucoup au contact des aliens et fait que, du coup, ils gagnent un petit peu des pouvoirs et ils perdent un peu leur côté humain. Et avec tout les thématiques sur la question de qu'est-ce que c'est l'humanité, qu'est-ce que c'est être un xéno, entre guillemets. Et je trouve intéressant que Sarah Kerrigan, qui est un personnage qui est très complexe et ambigu, c'est-à-dire qu'elle est ni vraiment du côté des zergs, en fait, ni vraiment du côté des humains, c'est-à-dire qu'elle est quand même, elle les fracasse, dès qu'elle peut. Mais du coup, c'est un personnage qui est très, très intéressant et en même temps, voilà, c'est... on aurait pu la citer dans les méchants les plus iconiques du jeu vidéo, quoi. Voilà, je regrette un peu de pas avoir vraiment joué à Starcraft 2, quoi. Je voulais vous parler d'un jeu qui s'appelle Octodad. Ouais, j'ai failli acheter plein de fois. Ouais. Alors, Octodad Deadliest Catch, de son nom complet, c'est un jeu qui est sorti en 2014 par Young Horses, à qui on doit plus récemment Bugsnax. Je sais pas si vous l'avez passé, avec des animaux qui sont de la bouffe. Qui vous met dans la peau, du coup, d'un poulpe. Et je comprends que du coup que t'es vachement envie d'y jouer. Et donc c'est un poulpe qui doit vivre sa vie d'humain tout à fait normale sans éveiller le moindre soupçon. D'accord. Donc c'était notamment un des premiers jeux à être passé par le programme Steam Greenlight à l'époque. C'est la suite d'Octodad, un freeware qui est développé par un groupe d'étudiants de l'université de DePaul à Chicago et qui ensuite vont fonder le studio. Donc voilà, pour être sûr que ça soit clair, on est un poulpe. On est un poulpe mais on porte un costume. On vit dans une maison. On a une femme et des enfants. On imagine que notre femme, du coup, est fan de hentai. On doit accomplir des tâches du quotidien comme se brosser les dents ou mettre la table. Mais on a un poulpe et on contrôle nos tentacules d'une manière un peu chaotique. Clairement, c'est un clumsy simulator. Généralement, c'est le type de jeu auquel j'adhère pas spécialement. Est-ce que je dois préciser ce que c'est un clumsy simulator pour monsieur A? Allez, Le Seigneur de Cavaillon.
C'est un jeu dans lequel t'es maladroit parce que les contrôles du jeu font que c'est très difficile de contrôler le jeu précisément. Des jeux comme Coop ou Surgeon Simulator. Voilà. Moi, généralement, ça me saoule très vite quand les contrôles sont pas précis. Je perds vite patience. Pareil. Voilà. Pardon, je zappe une petite partie. Ouais, voilà. Il y a 2-3 exceptions comme Human Fall Flat et donc Octodad parce que finalement, c'est le côté drôle qui l'emporte. Et généralement, en insistant un peu, t'arrives un petit peu à faire ce que tu veux. Et c'est rarement pénalisant. Du genre, je sais pas moi, tu veux ouvrir une porte, on te file une clé. Et t'essayes, tant bien que mal, tu vois, de mettre la clé dans la porte pour tourner, etc. Bon, finalement, tu finis par arracher la porte, mais t'as réussi ta mission, quoi, tu vois. Ça me fait penser, faut que je retrouve une vidéo où c'est un poulpe, pareil, qui vit en mode Octodad, je pense que c'est peut-être inspiré d'ailleurs, et il essaye de préparer un gâteau. Ouais, mais voilà. Et c'est à mourir de rire, c'est à mourir de rire. La vidéo, elle est vue en vue subjective et c'est à péter de rire, quoi. C'est ça, voilà. J'imagine très bien. T'essayes, tu sais, de verser du jus de fruits à tes enfants, par exemple. Et la première fois, tu fais tous les efforts, tu vois, pour bien verser le jus de fruits. Puis après, t'as la deuxième qui en veut, tu vois, c'est bon, quoi. Et tu verses ton jus de fruits un petit peu n'importe. Après, je me souviens plus exactement des situations de Octodad. Ça fait très longtemps que j'y ai pas joué. Encore une fois, c'est un jeu qui a presque 10 ans. Mais voilà, même si c'est toujours un peu le même ressort comique, j'ai trouvé que ça marchait bien, ça m'avait toujours fait rire. Clairement, j'ai pas fait le jeu d'une traite. Je faisais une petite partie par-ci par-là, un petit niveau par-ci par-là. Et ouais, ça passe très très bien. J'ai trouvé ça très rigolo. Et d'ailleurs, si vous voulez, il y a la version, donc le premier, le Octodad tout court, premier du nom, qui est toujours dispo gratuitement sur la page Itch.io de Young Horse. Donc si vous voulez tester. D'accord, ouais, parce que effectivement, il est régulièrement en promo sur le PS Store, mais ouais, effectivement. Voilà, si vous voulez voir à quoi ça ressemble, ça se teste gratuitement. Ça peut être bien mal, ouais. D'accord. Écoutez, moi mon troisième c'est Ratchet de Ratchet & Clank. Alors j'aurais pu dire Ratchet & Clank et faire comme vous, tricher, enfin comme toi The Poulpe. Ouais, j'ai fini par en choisir une. J'ai fini par choisir l'IRA Sony. Je suis resté Ratchet, mais en plus pour une raison, j'ai envie de dire évidente, c'est que dans le jeu, t'as 98% du temps le contrôle sur Ratchet, donc un peu comme Banjo et Kazooie. Au final, c'est plus Banjo que Kazooie. Oui, voilà, c'est ça. C'est la même ordre d'idée. Ou Jack et Dexter, pareil. Ce genre de jeu de duo, t'as toujours un que tu contrôles plus que l'autre en général. Et voilà. Donc, alors un peu comme pour Abe, moi j'aime beaucoup le lore et le gameplay du jeu. Voilà. Pourquoi est-ce que j'ai kiffé Ratchet le Lombax? Déjà le ton du perso qui se prend jamais au sérieux, ça j'aime bien, et en plus voilà, les voyages intergalactiques c'est quelque chose qui marche bien avec moi, et ce qui fait que j'aime beaucoup Ratchet, c'est son attirail. Donc voilà, on parle d'un gars qui a parler de son attirail. Oui, son attirail entre guillemets. Son gros attirail. Du poilu. Alors donc ouais, voilà, il a une arme qui peut qui intègre plusieurs modules et qui lui permet d'avoir un lance-flamme, un lance-grenade, plusieurs variantes de pistolets de fusil, de lancer des petits robots chiens, enfin bref, il y a toute une variété de choses qui sont cool. En plus de ça, il a un overboard, il fait des courses d'overboard, il peut faire des courses de vaisseaux spatiaux, il peut aussi voler, puisque Clank se transforme en hélipack, donc voilà, il peut un peu voler comme ça. Il peut aussi glisser sur des rails, enfin voilà. Il peut faire plein de choses qui sont très cool, dans un univers très cool. Un perso qui a un design très cool, donc voilà, Ratchet, je pense que... C'est très iconique en même temps, hein. C'est un des duos les plus iconiques du jeu vidéo. C'est ça. Donc voilà, ils existent depuis 2002, je crois que c'était le 2002. Ouais, 20 ans. Voilà. Après, c'est pas le duo le plus iconique du jeu vidéo. Non. Le duo le plus iconique du jeu vidéo, c'est Electronic Arts et les bugs. Ah oui aussi. Je pensais que t'allais dire Mario et Luigi, mais oui. Ou Electronic Arts et les DLC. Et Link. Ouais. Voilà pour moi, pour mon troisième. Ok. Bon, du coup, je vais pouvoir parler enfin de celui que... Ouais, vas-y. Alors, c'est pas forcément un de mes personnages préférés. Là, du coup, mais je trouvais tellement bien avec la thématique et j'ai tellement aimé jouer ne serait-ce qu'une heure à ce jeu. Bon, il est pas très long, hein, je crois que c'est 5-6 heures. Hein, et même pas. Même pas. Ouais. Super vite, ouais. Je parlais de Carrion. Donc c'est même pas le nom du personnage parce qu'on sait même pas en fait, parce que on incarne une créature qui est qui est en gros de filaments et de tentacules, voilà, et de destruction. C'est pas vraiment un personnage qu'on peut aimer a priori, hein. Ouais. Qui a comme je dis, il a pas de nom. C'est un monstre, voilà, qui est captif dans un complexe de recherche et qu'on cherche à quitter.
en faisant parler sa toute puissance, parce que c'est ça en fait. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a aussi, je pense, pour les fans de The Thing, se dire, voilà, j'incarne The Thing. Enfin, ouais, j'incarne la chose de Carpenter, quoi. Il y a vraiment un vrai jeu où on incarne un méchant, en fait, entre guillemets. Ouais, il est bien, quand même, ouais, je pense que les guillemets sont... Et moi, ce qui m'a plu dans ce jeu, même si j'ai pas trop fouillé non plus, hein, c'est le pouvoir de changer chaque forme, le fait de pouvoir se régénérer en bouffant des humains. Ouais, tu peux passer par des conduits. Passer par des conduits, voilà, qui rappellent un petit peu les poulpes aussi, au passage. Même si on n'est pas tout à fait immortel, c'est un plaisir hyper jouissif, en fait. C'est-à-dire que... Ce personnage, je trouve tellement, voilà, si tu parles d'Alien qu'on peut contrôler, j'ai pensé pareil de suite à lui, je fais ah oui, c'est quoi ce jeu? Ah oui, c'est Carrion. Enfin, j'avais kiffé, je sais plus si c'était chez Ultra ou on l'avait testé en Halloween. Je crois qu'on l'a testé, voilà. Comme ça. Et vraiment, voilà, ça m'a marqué vraiment ce personnage-là. Même si effectivement, si je devais faire un top 5 préféré, je le mettrais pas forcément dedans. Mais je trouvais super. Avec le concept du jeu. Le concept du jeu tellement intéressant que j'ai voulu le mettre dans le top 5, quoi. Mais du coup, voilà, je voulais en toucher un mot aussi dessus parce que effectivement, c'est un des personnages qui va complètement marquer aussi de contrôler cette entité vorace et extrêmement destructive. Pour moi, l'une des plus grandes forces de Carrion, c'est que une fois que t'as la manette en main, en fait, t'as qu'une envie, c'est de fracasser tout ce que tu vois et de bouffer tout le monde. Et même des trucs aussi anodins que se faufiler dans un conduit ou dans un trou, ou se tapir dans l'ombre. Il y a un côté tellement organique en fait que tu t'appropries complètement l'attitude de la bête. Et c'est un des rares jeux à faire ça en fait, c'est-à-dire à gérer en fait presque une dynamique comportementale en fait, c'est-à-dire à créer une dynamique qui n'est pas humaine en fait, c'est ça. Et parce qu'en fait, il y a un côté viscéral et en fait il y a un côté où t'as un flottement dans le gameplay. Qui te donne certains élans en ton mouvement. En fait, quelquefois, tu vas te dire, je vais juste me déplacer, puis finalement, hop, tu défonces une porte et tu dis, en fait, non, c'est ça que je veux faire. Et du coup, en fait, le jeu t'entraîne en permanence à être plus violent et chaotique que ce que t'aurais forcément fait. Enfin, tu vois, je sais que c'est un jeu où normalement t'es censé un petit peu te planquer quelquefois. Enfin, d'apparence, t'as l'impression que c'est un jeu où t'es censé te planquer quelquefois parce qu'on t'explique que, comme dans un jeu où tu vas d'infiltration, t'as des zones où les personnages te voient pas, etc. Sauf qu'en fait, ça, tu le calcules jamais. À chaque fois, tu passes complètement à travers tout et t'éclates tout le monde, quoi. Je sais pas pourquoi je t'ai demandé de mettre ça après Octodad, parce que c'est simplement que dans Octodad, comme je te disais, il y a ce côté comique où, quelquefois, tu vas bouger un peu trop vite le stick ou la souris selon sur la plateforme sur laquelle tu joues et tu vas renverser le truc que tu es en train de faire. Là, tu as poussé le stick un peu trop fort et en fait, ça va te lancer dans une débauche de tuerie et de sauvagerie. De sauvagerie et de destruction vorace. Et c'est le côté où tu bouffes tout le monde. Ouais, c'est gore, quoi. C'est dégueulasse en plus. Mais en plus, je suis vraiment pas super fan de ce genre de truc habituellement, de ce genre d'expérience. Mais là, ça marche tellement bien. Ça a l'air de bien marcher. T'es habité par la bête, quoi. Voilà. Et je trouve que c'est un des rares jeux à pouvoir le faire en fait, c'est-à-dire avoir cette capacité-là à être vraiment modifier complètement les perceptions manette en main tu contrôles l'IRA de Sony, c'est pas différent de John Shepard, hein, donc c'est pas énormément différent, donc voilà, là il y a un vrai truc, quoi, il y a un vrai truc, je trouve. Mais du coup c'était pas le mien, j'en ai pas parlé. Bah oui, non, mais tu as dit que tu rebondissais. Et alors, je suis désolé pour Vlavins qui aurait voulu qu'on parle de God Simulator. Ah bah non. On va pas en parler, mais j'ai parlé d'un autre animal. J'ai parlé de Untitled Goose Game, qui, comme son nom l'indique, nous permet d'incarner une noix. J'ai pensé à ce jeu-là aussi. Et alors, il y a un truc qui est ouf avec ce jeu, c'est que on contrôle une noix, quoi. Donc nos interactions sont assez limitées. En gros, tu peux tirer des trucs ou porter des trucs avec ton bec et cancaner. Voilà, c'est à peu près tout ce que tu fais. Et je crois que tu peux peut-être battre des ailes vite fait, mais ça sert pas à grand chose. Mais sauf que je trouve qu'en fait, cette oie, elle chope très très vite une personnalité de par les missions qu'on doit accomplir. Et que du coup, en fait, même si elle a pas une personnalité qui est explicitement racontée, derrière, tout le monde la voit comme une oie espiègle, quoi, parce que l'émission, c'est genre tu dois organiser un pique-nique en posant une pomme, une radio et des trucs comme ça et ça tu dois le prendre à des gens. Et par exemple, pour piquer, je sais pas, une carotte, tu dois faire peur, il y a un mec qui est dans son jardin, tu lui vois son chapeau, tu jettes son chapeau dans l'eau, pendant qu'il va chercher le chapeau, tu vas chercher la carotte et tout ça, et toi tu fais ça, tu vois, en te dandinant là, etc. Et clairement, tu lui donnes une personnalité à cette oie. Enfin, c'est Tati Daniel en fait. À travers les actions, Voilà.
Et ouais, même si, ben voilà, c'est toi, elle parle jamais. À aucun moment elle interagit autrement que par tes contrôles, quoi. Donc on peut pas savoir ce qu'elle pense. En même temps, c'est une oie, je suis pas sûr que ça pense grand chose. Mais ben non, ouais, tu peux pas t'empêcher de te dire, ah, cette petite oie espiègle qui va cancaner gratuitement sur des gens parce qu'ils le méritent bien, peut-être. Mais c'est toi qui décides de tout ça. Ouais. Mais quelque part, tu te dis, en même temps, est-ce que c'est pas ce que ferait une oie? Et donc j'ai bien aimé ce côté-là où tu t'appropries, quoi. Enfin, pareil qu'avec Carrion, quoi. T'as un côté où tu te laisses porter par le personnage et tu lui donnes une personnalité, alors que en fait, il y a rien qui t'oblige à faire ça comme ça. Ouais, complètement. Ouais. Voilà. Bah, mon quatrième, moi, c'est Crash Bandicoot. Mais bizarrement, pas par rapport aux 3 premiers opus de Crash Bandicoot qui étaient sur PS1, mais parce que j'ai joué au premier opus et bon, j'aimais bien le perso, mais sans plus. Et par contre, c'est dans Crash Team Racing que j'ai vraiment retourné dans tous les sens. Et en fait, t'as plein de cinématiques et t'as plein de choses qui te mettent en contexte et qui te permettent d'en apprendre plus sur le perso. Et c'est là où en fait j'ai plus accroché au personnage de Crash Bandicoot dans Crash Team Racing. Et donc voilà, moi il est dans mon top. Et comme Crash Team Racing c'est mon jeu favori de course de cartes à égalité avec Mario Kart, ben voilà, ça avait sa place. Ah ouais, à ce point-là, ouais. Ah, c'est assez rare, du coup, parce que... Il est top, ce jeu. Moi, j'avais très peu joué, hein. Je me rappelle avoir passé une soirée dessus. J'avais trouvé ça sympa, mais peut-être pas... Ah, moi, je l'ai soudé à l'époque, hein. Je jouais beaucoup avec des collègues, mon frère et tout, ouais, c'est le seul jeu de course où j'ai pris autant de plaisir qu'à Mario Kart. Ok, bah, super. Ouais. Bah, moi aussi, je vais parler d'un personnage iconique de l'histoire du jeu vidéo. Alors effectivement, à partir du moment où j'ai compris qu'on pouvait parler de robots, bah oui. J'ai pensé à Megaman. Ah oui. Bah, est-ce que c'est un robot ou est-ce que c'est un cyborg? Non, c'est un robot, ouais, c'est un vrai robot. Ouais, c'est un robot. Ouais. Parce que sur la jaquette du premier, il ressemblait à un cyborg. Moi, j'ai fait mes recherches aussi, il apparaissait comme un robot. En gros, c'est un robot que le Dr. Light décide de transformer pour le combat, en fait. À partir du moment où il s'aperçoit que... Avant, son laser, il servait à faire des gâteaux et des ouais, voilà, c'est ça. Comme Octodad. Avant, il faisait des trucs... C'était un peu compliqué de faire des gâteaux, quand même. C'est une véritable star du jeu vidéo, hein. Ouais. Plus de 20 jeux... après, voilà, le gros défaut qu'il a, c'est qu'il a pas une personnalité de fou, quand même. Oui. À part son sens de la justice assez exacerbé. Mais voilà, je l'ai mis dans ce top pour ce côté un peu, rétro, enfin, côté enfance. Où, voilà, c'est le premier jeu où j'ai kiffé, un action platform et où tu pouvais transformer le côté pouvoir, en fait. C'est-à-dire que toutes les idées de gameplay que ça a apporté, ce jeu-là, c'était génial. Ouais. Plus que le personnage lui-même, sa personnalité, mais voilà, du coup tu changeais tu absorbais le pouvoir des autres pour ensuite pouvoir le réutiliser contre d'autres, quoi. Effectivement, quand tu avais le mec feuillu et que tu avais pris le pouvoir métal, voilà, du coup il fallait commencer par le mec métal pour avoir le pouvoir feuillu, pour le dézinguer, quoi. Et j'aimais bien toutes ces mécaniques, bon, à part les passwords qui étaient super chiants à retaper. Mais voilà, Megaman, voilà, petite affection pour ce personnage. Ouais, il a sa place aussi, hein, bien sûr. Moi, je vais partir sur de l'abstraction complètement, voilà. Cool. Je vais vous parler de Thomas, qui est le personnage principal de Thomas Was Alone. Oh, quel choix merveilleux. Ouais. Donc, Thomas Was Alone, c'est un jeu dans lequel on incarne un rectangle rouge du nom de Thomas. C'est le plus beau rectangle rouge que n'importe quel joueur peut, le plus adorable, le plus aimable. D'accord. Justement, ouais. Alors, parce que quand je parle de rectangle rouge, c'est vraiment un rectangle rouge. Il n'y a même pas des coins arrondis, il n'y a même pas des yeux, ni quoi que ce soit. C'est un rectangle, et il est rouge. Ce jeu est une pure merveille. C'est un jeu de Mike Bizzle qui est sorti en 2010 sur navigateur, et puis depuis 2012, il est sorti sur à peu près toutes les plateformes qui existent. Et justement, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce jeu, c'est qu'on incarne le truc le moins intéressant du monde. Un rectangle de couleur. Alors, sans vouloir offenser aucune personne xénogenre qui s'identifierait à un rectangle de couleur et qui pourrait nous écouter. Mais la voix off de Danny Wallace qui décrit efficacement Thomas, ses pensées, ses doutes, et celle des autres formes qu'on va rencontrer aussi et contrôler. On leur attribue une personnalité, et rien à partir du moment où on commence à avoir ce commentaire et qu'on dit Thomas avait des doutes, quand tu glisses sur le sol et que tu t'arrêtes à un moment, tu dis ouais, en fait, il doute. Mais c'est juste, tu t'es arrêté parce qu'il y avait la voix off qui parle, quoi. Et
Et tu te surprends à te dire, ah là, il réfléchit, il calcule son saut. Alors que non, c'est toi qui contrôle Thomas. C'est rien, c'est juste un rectangle qui glisse sur le sol et de temps en temps, il saute, quoi. Et ouais, non, c'est les liens d'amitié entre les différentes formes. Ouais. Et le fait que tu t'attaches à une forme particulière parce qu'elle est vachement utile plus que les autres, enfin, ce genre de truc. Et donc, ouais, au final, ça donne, c'est un puzzle platformer assez sympathique. Je me souviens plus trop de l'histoire, je crois que c'était un truc, en gros, ça représentait des IA dans un ordi ou un truc comme ça. Et les différentes formes. Et mais je me souviens que ouais, le jeu m'avait laissé un super souvenir. Voilà, c'est un jeu narratif en même temps aussi, je pense. C'est un pur jeu narratif, quoi. Complètement, ouais. Et ne serait-ce que voilà, c'est un jeu qui est super court, c'est genre 3-4 heures. Donc si jamais vous l'envisagez, ne serait-ce que par curiosité, allez-y, quoi. Ouais, foncez, ce jeu est une pure merveille, quoi. Écoutez, mon 5e et dernier, c'est le L de Tetris. Non, non. Lequel de L? Non, mon dernier, c'est Fox McCloud de Star Fox 64, qui est sorti en 97. Ouais, non, là tu tapes haut, hein. Mais en même temps, tous les personnages tapent haut, hein. Oui, c'est vrai. Il y a une certaine cohérence. Mais il y a un côté furry dans ton choix, quand même. Ouais. C'est tous des sortes de renards avec. Sauf Abe, ouais, sauf Abe, mais ouais, il y a un côté furry, il y a un côté animal poilu, c'est ça. Tu aimerais bien le jeu Biomutant, un RPG, un action RPG. Il fait partie de ma liste de jeux que j'ai envie de faire. Hein. Ouais, il a l'air vachement bien, ce jeu. J'adore le style du perso. Ouais. Mais ouais, Fox, parce que c'est simple, hein, un renard extraterrestre et qui est aussi mercenaire intergalactique. Est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Et pilote de ouf. Un pilote ouf. En plus, un pilote de ouf. Il a une équipe, voilà, avec un lapin, une grenouille et l'autre c'est une marmotte ou je sais plus ce que c'est. Enfin voilà, ça suffit. Voilà, la façon dont il parle et tout, non, c'est trop bien. C'est trop bien Star Fox. C'est une pure merveille ce jeu, quoi. Donc en plus voilà, tu peux faire des loopings, tu peux tirer, détruire des vaisseaux énormes et tout. Enfin voilà, le jeu était excellent. Donc Fox McCloud, c'est le dernier, celui qui boucle ce top 5 de mes persos préférés. Bon, moi, j'ai un petit problème parce que je suis pas sûr que mon personnage soit valide. Beaucoup de triche. Attends, parce que là, si tu penses que celui-là est pas valide alors que les autres tu pensais qu'ils étaient valides, il faut pas demander à quel point il est invalide. Toubi, ça marche ou pas? Ben non. Non. Bon, du coup, j'en ai prévu un d'un côté. J'ai fait exprès, en fait. Elle est un peu humaine, non? Ouais, elle est androïde. Elle est complètement humanoïde. Ouais. Elle est complètement humanoïde, en plus. Ouais, c'est vrai que c'est un robot, quand même. Enfin, sur les gamins, encore, on peut t'accorder, tu vois, il a que le visage. Mais... Non, c'est un robot. Ouais, mais c'est un robot. C'est un pur robot, mes gars. Ouais, mais il a une forme d'humain, quand même. Ouais, bon, après, tu vois, il a pas des bras ou des jambes d'humain, tu vois, ils ont des formes cheloues. C'est vrai que to beat, si tu sais pas, tu penses que c'est un humain, quoi. On est d'accord. C'est pour ça que j'ai choisi un autre personnage. Je savais que t'allais essayer de faire le filou sur Nier Automata. On s'est tous retenus sur Toubi, je pense. Ouais, bon, on y a tous pensé, mais bon, on l'a pas fait. Ouais. Effectivement, j'aurais pu citer Pikmin, parce que Pikmin, mais ça n'a pas vraiment de personnalité. Banjo-Kazooie, on en a déjà parlé. J'aime bien les personnages aussi dans Beyond Good and Evil ou les races dans les Elder Scrolls. Et j'ai pensé aussi à Earthworm Jim que tu m'as fait, qui était un jeu qui était très très bon. Oui. Mais je vais parler d'un personnage un peu oublié. Earthworm Jim qui, rappelons-le, a la morphologie exacte du Seigneur de Cavaillon. C'est-à-dire que si tu enlèves ses fringues, il n'y a plus rien en dessous. D'accord, ok. C'est vrai, j'ai oublié ce détail. Et du coup, voilà un personnage qui est plutôt secondaire, mais que tu peux contrôler. Il s'agit en fait, c'est pour faire un hommage aussi un petit peu à un animal, pas trop aimé, pas trop représenté dans le monde vidéoludique. Ouais. Alias Glenn, la grenouille. D'accord. Bon, c'est pas Rouge 13 du coup. Non. Okay. J'ai pas pensé à Rouge 13. Mais ouais, j'aurais pu penser à Rouge 13. Mais ça aurait été vraiment très furry comme toi, quoi. Ouais, c'est vrai. J'y ai pas pensé, c'est bien dommage d'ailleurs, parce que sinon je pense que j'aurais choisi celui-là. Bref, continuons sur Glenn. Glenn, c'est la grenouille dans quel jeu? Frogger. Ouais, pareil, même réponse. Ah là. Chrono Trigger. Ah putain, ouais. C'est le jeu. Ouais, j'ai cherché les jeux des grenouilles.
Donc voilà, c'est pas la grenouille la plus célèbre, hein, malheureusement, mais ni dans le jeu, hein, et elle est quand même un peu secondaire par rapport aux autres persos. Mais je trouve sympa de contrôler une grenouille et pareil, elle a une personnalité très affirmée, très drôle. Donc voilà, à défaut de choisir parmi tous les jeux que j'ai cités ou que vous avez cités, je me suis dit que c'est bien de faire un petit hommage à Glenn. D'accord. Que personne ne connaît d'ailleurs, que même vous, non, mais ça vous parle pas. Moi, j'ai fait le rectangle rouge. Oui. Je vais faire le cercle rouge. Oh. Parce qu'on en a parlé la dernière fois, je vous avais parlé d'un jeu, je vous avais dit, il y avait un truc, c'était une pastille de 7-Up, là. Et le jeu, c'était Cool Spot. Ah ouais, très bien. Et c'est la pastille du logo 7-Up que tu contrôles dans le jeu. Et alors, pourquoi ça m'a marqué ? Ça m'a marqué parce que déjà, elle a un méchant style, avec ses lunettes de soleil. Ouais. Les animations étaient magnifiques. Et aussi, c'était un truc que je comprenais pas à l'époque, je comprenais pas comment, il y avait un truc de la vraie vie, qui était une bouteille de 7-Up, et qui était dans un jeu vidéo. Et il y avait un jeu qui existait autour de ça. Ouais. Et je sais pas, je trouvais ça c'est intriguant. Ouais. C'est intriguant, ouais. Et puis il y avait ce côté aussi, parce que c'est ce que je disais un petit peu la dernière fois par rapport au graphisme qu'on avait à fin des années 90 autour du Star Wars dont on parlait la dernière fois sur SNES là. Les graphismes, c'était plus des images compressées à mort. Ah oui. Que des vrais sprites dessinés à la main. Oui. Alors, en tout cas pour les décors. Mais sinon, par contre, il y avait de belles animations, tout ça. Puis moi, je trouvais que avec ces petites lunettes de soleil, il avait fait sa petite comment dire, son petit effet. Ouais, son petit effet à l'époque. Ouais. Et vu que j'étais super vite sur celui-là, j'en ai un dernier. J'en ai parlé très vite et je comprends pas pourquoi ils y avaient pas pensé. Ah mais voilà, mais là ils viennent me faire penser à Red 13 là. Je suis deg. En termes d'Alien, c'est peut-être le plus connu. Oui, j'ai pensé à Alien, mais non, mais pas Alien, mais j'étais à 4 les gars. Pourquoi j'étais... parce que à un moment, t'as la soucoupe volante et tout. Non, Nico Bellic, il a pas de papier. C'est un alien sur le territoire américain. Pardon. Voilà. Ouais, non, d'accord, ok. Elle est très nulle. mais voilà. Ça, je pense que c'est une belle conclusion. Non, pardon, t'avais une vraie conclusion, The Pool. En fait, moi, je trouve que ce qui est intéressant de noter, qu'est-ce que ça apporte le fait de contrôler un personnage non humain, non humanoïde, en fait. Et je trouve que la première raison, c'est d'apporter une variété dans le gameplay. C'est pas la seule, hein. J'en ai trouvé pas mal d'autres, hein. Mais je trouve que ce qui est le plus intéressant en général pour le joueur, de prime abord, c'est cette variation dans le gameplay, jusqu'à des choses assez extraordinaires comme dans Thomas Wasselon, Carrion, où on a vraiment un comportement différent, manette en main, qui fait qu'on n'a pas l'impression de contrôler le même personnage avec des légères variations, quoi. Là, il y a vraiment quelque chose qui est très très intéressant, quoi. C'est une occasion aussi que je pensais là pour plein de jeux dont Mass Effect en fait partie, hein, de créer un lore riche, un univers qui sort des sentiers battus. C'est-à-dire que du coup, quand tu mets d'un seul coup du Xeno ou du robot, ça permet un petit peu de sortir du cadre un peu réaliste et du coup d'inventer plein de choses. Puis il y a aussi quand t'es dans un contexte plus terre à terre, plus proche de nous, t'as un changement de perspective. Parce que d'avoir un personnage qui est soit beaucoup plus petit ou beaucoup plus grand, ou alors qui va pas se déplacer de la même façon qu'un humain, forcément tu changes la façon dont t'interagis avec l'univers. Imagine Oddworld, Abe, c'est un grand bronze aux yeux bleus, il te pète dessus, il dit salut, suis-moi. ça change complètement le jeu. Clairement, c'est des interactions qui sont pas possibles avec un humain. Mais voilà, il y a un rapport qui casse un peu le côté anthropomorphisme du coup. Et il y a aussi un fait qui fait qu'on c'est pas forcément, c'est moins le cas pour on va dire de contrôler un animal ou quelque chose qui ressemble à un animal ou même un robot. Pourquoi les aliens c'est rare? Parce que c'est le méchant idéal en fait. Du coup c'est plus facile à mettre en pièces, à réduire en Sharpie que son homologue humain en fait, où parfois on peut en avoir un petit doute avant de presser la détente, en tout cas dans certains jeux. Mais je trouve que voilà, c'est toute l'intelligence de ces jeux-là. Je trouve que c'est pour ça que je trouve que cette thématique elle est top en fait, parce que ils essayent avec succès à changer notre regard un peu sur ces autres-là en fait, et nous mettre en miroir autour de notre humanité, et on se demande qui des deux est l'alien et qui est l'humain en fait. C'est ça qui est le front fascinant dans ce jeu. Mon nom de code est Blondixie, je viens du fin fond de la galaxie.